Vous pensez qu'épouser le prince de Monaco, c'est comme gagner à la loterie? Oubliez ce conte de fées. Le mariage célèbre de Grace Kelly était la transaction commerciale la plus cynique du siècle. Pour sauver son pays en faillite, le prince avait besoin d'une star. Et Grace n'a pas seulement dû payer 2 millions de dollars pour sa propre couronne, mais elle a aussi été soumise à un test gynécologique humiliant, comme une jument de race, pour prouver qu'elle pouvait enfanter. Un mari tyrannique l'a enfermée dans un château glacial, lui a interdit de tourner des films, l'a trompée à tout va et l'a plongée dans une dépression sévère et un déclin secret. Aujourd'hui, nous allons arracher les gants blancs de cette histoire et découvrir comment la déesse hollywoodienne, que ses collègues appelaient nymphomane, a volontairement acheté son billet pour le plus bel enfer sur Terre. Le 19 avril 1956, Monaco, cathédrale Saint-Nicolas. Le monde entier est figé devant les écrans de télévision. 30 millions de personnes regardent la déesse hollywoodienne Grace Kelly marcher vers l'autel pour devenir princesse. Cela ressemble au final d'une comédie romantique parfaite. Des filles du monde entier pleurent de jalousie, rêvant d'être à sa place. Mais si elles connaissaient la vérité, elles pleureraient d'horreur. Car derrière cette façade de soie, de diamants et de sourires polis, se cachait la tragédie d'une femme méthodiquement effacée en tant que personne. Vous êtes venu pour entendre l'histoire de Cendrillon, mais la réalité est la suivante. Le prince ne cherchait pas l'amour. Il avait besoin d'un investisseur, d'une mère pour son héritier et d'une attraction touristique. Et Grace? Grace fuyait elle-même. Oubliez les contes de fées. Bienvenue dans la vraie vie de Grace Kelly. Acte 1. Le marché du siècle. Quand la faillite a acheté la beauté. Pour saisir la profondeur de la tragédie de Grace, il faut d'abord détruire sans pitié le socle de ce mythe. On s'imagine que le prince Régnier III a aperçu Grace au festival de Cannes, foudroyé par l'amour, et a déposé son royaume à ses pieds. C'est un mensonge vendu depuis des décennies. La vérité est bien plus prosaïque et cynique. Au milieu des années 50, Monaco n'était pas une station luxueuse pour milliardaires, mais un vestige poussiéreux au bord de la faillite. Les caisses étaient vides. Les touristes, attirés par l'éclat de la nouvelle Côte d'Azur, ignoraient cette vieille principauté. Régnier régnait sur un État en faillite. C'est alors que le calcul froid est entré en jeu. L'idée du mariage n'est pas née dans le cœur du prince, mais dans la tête du milliardaire grec Aristote Onassis, qui détenait la majorité des actions de la Société des Bains de Mer, le casino de Monte-Carlo. Onassis a dit à Régnier sans détour, « Il vous faut épouser une icône américaine. Cela attirera les touristes et fera grimper les prix de l'immobilier. » C'était un plan d'affaires, du pur marketing, une opération de sauvetage économique, pas une saga romantique. Le choix de la fiancée ressemblait à un casting pour le rôle principal féminin d'un blockbuster. Régnier n'avait pas de sentiments. Il avait une liste d'exigences. Ironie du sort, Grace Kelly n'était même pas en tête de cette liste. Marilyn Monroe était envisagée. Imaginez un instant Marilyn dans le rôle de princesse de Monaco. Quand les conseillers du prince ont demandé à Monroe si elle pouvait jouer la modestie, elle a répondu à sa manière « Laissez-moi seule avec lui 2 jours et il fera tout ce que je veux. » Mais Monroe a été jugée trop vulgaire et risquée pour la cour catholique. Il fallait une image parfaite, une dame en public, mais avec le prestige hollywoodien. Grace Kelly correspondait aux critères techniques. La réalité de leur fiançailles ressemblait à une fusion de 2 entreprises, où Grace était l'actif absorbé. Premièrement, la question de l'argent. Malgré son titre, le prince était pauvre selon les standards des magnats américains. La famille Kelly, en revanche, était fabuleusement riche. Le père de Grace, Jack Kelly, avait fait fortune dans la construction. Quand les représentants du prince ont évoqué la dot, Jack Kelly s'est emporté. « Ma fille ne doit pas payer un homme pour qu'il l'épouse. » Mais les conditions étaient strictes. Pas d'argent, pas de mariage. Au final, Grace a dû payer 2 millions de dollars, une somme colossale pour l'époque, pour acheter son droit de devenir princesse. La moitié est venue de son père, et l'autre moitié, Grace l'a sortie de sa propre poche, gagnée à la sueur de son front sur les plateaux de tournage. Elle a littéralement acheté sa cage dorée. Deuxièmement, la physiologie humiliante. Une épée de Damoclès planait sur Monaco avec le traité de 1918 avec la France. Si le prince régnant n'avait pas d'héritier direct, la principauté perdait sa souveraineté, passait sous protectorat français
et ses citoyens commençaient à payer des impôts français, ce qu'ils ne voulaient évidemment pas. Grace était considérée uniquement comme un outil biologique. Avant le mariage, elle a été contrainte de subir un examen médical humiliant pour vérifier sa fertilité. Les médecins devaient confirmer qu'elle pouvait donner naissance à un héritier. Pas de romantisme, juste de la gynécologie et de la géopolitique. Si elle s'était révélée stérile, la grande amour de régner aurait pris fin immédiatement. Grace Kelly se rendait à Monaco, pensant qu'elle deviendrait reine. En réalité, elle est devenue le projet de relations publiques le plus coûteux de l'histoire. Elle a comblé le trou financier de la principauté, sacrifiant son argent, sa gloire et son corps pour sauver un État étranger. Elle ne savait pas encore que ce contrat impliquait non seulement le paiement de 2 millions de dollars, mais aussi l'abandon total de sa personnalité. Mais pour comprendre pourquoi une femme aussi forte et indépendante a accepté cet accord contraignant, il faut plonger dans son passé. Car avant de revêtir le masque de sainte, Grace Kelly menait une vie qui faisait rougir même les producteurs chevronnés d'Hollywood. Acte 2. Un volcan sous la neige. L'odyssée sexuelle de Grace. Pour saisir l'ampleur du drame personnel de Grace Kelly, il faut retirer le masque de la Vierge Immaculée façonné par la MGM et la presse du Palais de Monaco. Dans l'imaginaire collectif, elle est cette dame froide, inaccessible, presque asexuelle, rougissant homosexe. Mais cette illusion est le plus grand mensonge de sa biographie. La réalité était à l'opposé, choquante et scandaleuse. Ce contraste entre l'image publique de nonne et la vie privée de pécheresse crée une tension incroyable qui la consumait de l'intérieur. Grace s'est réfugiée à Monaco non pour le titre, mais pour la respectabilité, cherchant à laver une réputation déjà entachée à Hollywood. Alfred Hitchcock, génie de la psychologie et son réalisateur principal, l'a décrite avec précision. Grace Kelly est un volcan recouvert de neige. À l'extérieur, un calme glacé, des manières impeccables, des gants blancs et des robes fermées. Mais à l'intérieur, une soif insatiable, presque pathologique, d'attention masculine et de sexe. À Hollywood, elle avait un autre surnom, jamais mentionné dans les magazines. Ses collègues savaient, si un bel homme apparaissait sur le plateau, Grace l'aurait, et sa bague de mariage ne serait pas un obstacle, mais un défi. Sa vie sexuelle était chaotique, tumultueuse, et surtout orientée vers un type d'homme bien précis, ceux beaucoup plus âgés qu'elle. C'était pas juste une quête de plaisir, mais un cri désespéré d'une petite fille en manque d'amour. La liste de ses conquêtes ressemble à un Who's Who de l'âge d'or d'Hollywood, mais chaque nom cache le drame de familles détruites. Prenons par exemple le tournage de Mogambo en Afrique. Grace Kelly se retrouve sous la même tente que le légendaire Clark Gable. Gable avait 52 ans, 28 de plus que Grace. Il avait des problèmes de gencives, portait un dentier et buvait beaucoup. Mais pour Grace, il était l'idéal. Elle entame une liaison passionnée avec lui sur le tournage. Plus tard, quand les journalistes l'interrogent, elle répond avec une honnêteté désarmante. Que faire d'autre avec un homme quand vous êtes seul sous une tente en Afrique? Pour Gable, c'était une passade. Pour Grace, une nouvelle tentative de trouver un homme fort. Mais le scandale le plus retentissant survient avec Ray Milland sur le tournage de Le crime était presque parfait. Milland n'était pas seulement plus âgé, il était marié depuis 20 ans et considéré comme un père de famille exemplaire. Cela n'arrêta pas Grace. Elle tomba amoureuse si intensément que Milland envisagea sérieusement de quitter sa famille. La femme de l'acteur appela Grace et la traita publiquement de briseuse de ménage, menaçant de tout révéler à la presse. Le studio paniqua. L'image de la fille idéale pouvait s'effondrer en un instant. Grace fut forcée de s'excuser publiquement et de rompre. Elle eut des liaisons avec William Holden, alors marié, avec Bing Crosby, dont la femme venait de mourir, ce qui ne dérangea pas Grace, avec le designer Oleg Cassini. Elle cherchait en ces hommes non seulement des partenaires, mais un substitut à une figure unique, l'ombre qui planait sur elle toute sa vie. Dans chaque amant vieillissant, dans chaque homme puissant, elle cherchait lui, son père. Grace Kelly n'était pas débauchée par simple débauche. Sa promiscuité était le symptôme d'une blessure psychologique profonde. Elle tentait de prouver sa valeur à travers le désir masculin. Elle collectionnait les hommes comme des trophées, espérant qu'un d'eux remplirait le vide de son âme. Mais l'ironie était que plus d'hommes tombaient à ses pieds, moins elle se respectait.
Elle avait besoin d'un homme principal, d'un roi, qui effacerait d'un coup tout ce passé sordide et la rendrait pure. C'est cette vulnérabilité, ce complexe du père, qui l'amènera finalement au plus grand homme de sa vie, le prince régné. Mais pour comprendre pourquoi elle a choisi un mari si froid et exigeant, il faut rencontrer celui qui l'a brisé bien avant le mariage. Acte 3. La fabrique des rêves contre le complexe paternel. L'ombre du roi de la brique. La psychologie de Grace Kelly est la clé de toutes les portes de son destin tragique. Pourquoi la femme la plus désirée du monde se sentait-elle insignifiante? Pourquoi choisissait-elle des hommes autoritaires et durs? La réponse se trouve dans son enfance. On a l'habitude de la voir comme une enfant gâtée du destin, une fille de famille riche qui avait tout. Mais en réalité, tout son or n'était qu'un décor pour une tyrannie domestique glaciale. Grace Kelly a passé sa vie à essayer de gagner une compétition qu'elle ne pouvait pas remporter, celle de l'amour de son propre père. John Kelly n'était pas seulement un père, il était un demi-dieu américain. Fils d'immigrants irlandais, il avait commencé comme maçon et bâti un empire de construction multimillionnaire, devenant connu comme le roi de la brique. Mais sa plus grande fierté n'était pas l'argent, c'était le sport. Jack était triple champion olympique d'aviron. Il était obsédé par le culte du corps, de la force, de la victoire et du succès. Dans le monde de Jack Kelly, seule la première place comptait. La deuxième signifiait la défaite. Et dans cette famille de Spartiates, Grace était le vilain petit canard. Elle était maladive, fragile, myope, avec une voix fluette et un éternel rhume. Son père la méprisait ouvertement. Sa préférée était l'aînée, Peggy, athlétique, vive, joyeuse, copie conforme du père. Jack Kelly ne cachait jamais sa déception envers Grace. Il la qualifiait de loque et pensait qu'elle était la dernière des enfants capables de réussir dans la vie. Imaginez ce traumatisme. Vous vivez dans un palais à Philadelphie, mais pour la personne la plus importante de votre vie, vous n'êtes rien. Toute la brillante carrière de Grace à Hollywood n'était pas une quête de gloire, mais un cri désespéré, étalé sur des années. « Papa, regarde-moi, je vaux quelque chose. » Elle s'est enfuie à New York, a intégré l'Académie d'art dramatique, a commencé à travailler comme mannequin, s'est frayé un chemin dans le cinéma. Elle a travaillé d'arrache-pied, surmontant sa timidité et son manque de confiance. Et voilà, le moment de triomphe arrive. 1955. Grace Kelly reçoit un Oscar pour le rôle principal dans le film Une fille de la province, surpassant même Judy Garland. C'est le sommet du monde, la reconnaissance suprême dont une actrice peut rêver. Que fait son père? Quand les journalistes appellent Jack Kelly pour le féliciter du triomphe de sa fille, il lâche une phrase qui aurait dû tuer Grace moralement. Il dit « Honnêtement, je suis surpris. J'ai toujours pensé que ce serait Peggy. Tout ce que Grace peut faire, Peggy peut le faire mieux. » Pensez-y. Au moment de son plus grand triomphe, son propre père la dévalorise publiquement, la comparant à une sœur qui n'a jamais joué un seul rôle au cinéma. Au lieu de « Je suis fier de toi », elle reçoit un nouveau coup de poignard. Cela explique tout. C'est pourquoi Grace a si facilement renoncé à sa carrière pour épouser Régnier. L'Oscar n'a pas suffi à impressionner son père. Il fallait donc quelque chose de plus grand. Un titre de princesse? Un mariage avec un monarque européen? Oui, c'est ce que le roi de la brique comprendrait. Grace Kelly a épousé Régnier non pas parce qu'elle était amoureuse de lui, mais parce qu'il était le seul homme dont le statut pouvait enfin faire retirer son chapeau à son père. Grace Kelly ne cherchait pas seulement un mari, elle cherchait un substitut paternel, aussi froid, autoritaire et exigeant. Elle a inconsciemment échangé un tyran contre un autre. Jack Kelly était ravi des fiançailles. Enfin, ma fille a fait quelque chose de valable. Pour Grace, cela sonnait comme un éloge tant attendu, mais le prix de cet éloge était monstrueux. Elle a sauté du feu du mépris paternel directement dans les flammes du contrôle monarchique, espérant trouver une protection, mais elle n'a trouvé qu'un nouveau geôlier. Et voilà, la scène est prête. Le contrat est signé, le père est satisfait, le monde est en attente. Le jour arrive, celui qui devait être le plus heureux, mais qui est devenu le début de la fin. Acte 4. Mariage comme exécution publique. Le spectacle doit continuer. L'événement, inscrit dans les manuels d'histoire comme le mariage du siècle, est devenu la référence pour tous les mariages royaux suivants, de Diana Spencer à Kate Middleton. L'image était parfaite.
Une cathédrale immaculée, une diva hollywoodienne en dentelle, un prince amoureux. Mais en grattant la surface de cette pellicule cinématographique, on découvre non pas le triomphe de l'amour, mais un acte de violence médiatique monstrueux. Pour Grace Kelly, ce jour a marqué un point de non-retour, le moment où ses limites personnelles ont été définitivement effacées. Ce n'était pas une célébration de deux cœurs, mais la première du plus coûteux reality show de l'histoire, où la mariée jouait le rôle de l'agneau sacrificiel. L'ampleur de la folie dépassait tout ce que l'Europe avait vu auparavant. Dans le minuscule Monaco, dont la population dépassait à peine 20 000 personnes, une armée de 1800 journalistes a envahi. C'est plus que ceux qui ont couvert le débarquement des Alliés en Normandie. La principauté était occupée. Les paparazzis grimpaient aux arbres, se cachaient dans des bateaux, tentaient de soudoyer les domestiques. Grace est arrivée à Monaco à bord du paquebot Constitution et déjà au port, elle a été accueillie par l'enfer. La foule a failli la déchirer en souvenir. Dans cette cohue, on lui a volé des bijoux, ce qu'elle, superstitieuse irlandaise, a pris pour un mauvais présage. Mais il n'y avait pas de retour possible. Le studio MGM, avec lequel Grace avait encore un contrat, avait transformé le mariage en son dernier projet cinématographique. Ils avaient obtenu les droits exclusifs de tournage. Imaginez, votre mariage n'est pas un événement personnel, mais un plateau de tournage, où les caméramans dictent où se tenir et comment tourner la tête pour que la lumière tombe correctement. Le 19 avril 56, Grace Kelly s'est réveillée dans un état proche de la crise de nerfs. En une semaine de festivités, elle avait perdu presque 5 kilos à cause du stress. Sa célèbre robe de mariée, nécessitant 25 mètres de taffetas de soie et 100 mètres de dentelle ancienne, était un chef-d'œuvre de design, mais un instrument de torture pour la mariée. Elle était lourde, étouffante et dense. Dans la cathédrale Saint-Nicolas, il faisait chaud comme dans un sauna. À cause des exigences des télévisions, la retransmission était suivie par 30 millions de personnes, de puissants projecteurs avaient été installés dans l'église. L'air était brûlant. Grace se tenait sous l'œil des caméras, ruisselante de sueur sous les couches de soie, mais devait garder un sourire glacial. Elle tenait uniquement par la force de sa volonté et, selon les rumeurs, grâce à de puissants tranquillisants que le médecin lui avait donnés avant de sortir. Et le prince, règne étroit à ce moment-là, ressemblait peu à un romantique amoureux. Sur les images d'archives, si on regarde bien, on voit il s'ennuie. Il ne regarde pas la mariée avec adoration. Il observe la salle, vérifie que tout se passe selon le protocole, ajuste ses épaulettes. Pour lui, c'était l'achèvement d'une opération commerciale complexe. Il concluait l'affaire. À un moment donné, lorsque le prêtre s'est attardé dans son discours, Régnier s'est même permis de bâiller. Grace, elle, se tenait à côté, pâle comme un linge, réalisant que l'homme à ses côtés était un parfait inconnu. Ils se connaissaient à peine. Entre leur rencontre et le mariage, il n'y avait eu que quelques brèves rencontres et une correspondance. Elle épousait un fantôme, sa fantaisie de prince, mais à ses côtés se tenait un manager fatigué, plus préoccupé par le placement des invités que par les sentiments de sa femme. Quand l'archevêque les a déclarés mari et femme, et que les lourdes portes de la cathédrale se sont ouvertes, libérant le couple vers la foule en liesse, Grace Kelly ne ressentait aucune joie. Plus tard, elle avouera à une amie proche: ce fut le jour le plus cauchemardesque de ma vie. À l'instant où elle s'est assise dans le Rolls-Royce décapotable et a salué la foule, l'actrice Grace Kelly est morte. La princesse Grace est née, un symbole d'état sans droit, mais beau. Elle pensait que le pire était la tempête médiatique du mariage et qu'après viendrait le calme et la tranquillité de la vie de famille. Comme elle se trompait, le silence est effectivement venu, mais c'était le silence mortel d'une cage dorée, sans issue. Le mariage du siècle s'est terminé. Les jours austères ont commencé dans un palais froid, où il n'y avait de place ni pour l'amour, ni pour le cinéma, ni pour la liberté. Acte 5. Douche froide au paradis. Les premières années à Monaco. Après le générique d'un film Disney, on lit toujours « Et ils vécurent heureux pour toujours ». Mais en réalité, une fois les feux d'artifice éteints et les invités partis, Grace Kelly se retrouve face à une vérité bien cachée. Monaco n'est pas un paradis, mais une province. Le palais princier n'est pas un nid douillet, mais un musée vétuste et froid. Elle, de star adorée, devient une étrangère haïe et méprisée.
Les premières années de sa vie en tant que princesse ne sont pas une lune de miel, mais un cours de survie dans un environnement hostile, où chaque pas de l'américaine est scruté à la loupe. Le monde imagine le palais Grimaldi comme le summum du luxe. En réalité, c'est une forteresse médiévale, peu adaptée à la vie du XXe siècle. Le château compte 235 pièces, mais presque aucune n'est confortable. Un froid glacial y règne. Le système de chauffage, détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, n'a jamais été correctement réparé. Grace, habituée au soleil californien et au confort des penthouses new-yorkais, grelotte. En hiver, des courants d'air parcourent les couloirs du palais, éteignant les bougies. La plomberie est si ancienne que l'eau chaude relève du luxe, pas de la norme. L'électricité est capricieuse. Mais le pire n'est pas l'inconfort matériel, c'est le facteur humain. Le personnel du palais, la vieille garde, au service de la mère de Régnier, accueille la nouvelle maîtresse avec hostilité. Pour les habitants locaux et la cour, Grace est cette américaine. À leurs yeux, elle est une actrice sans racines, une parvenue qui a acheté son titre. Sa méconnaissance du français, elle le parle mais pas assez couramment pour les conversations mondaines, est un mur entre elle et la société monégasque. Quand elle essaie de parler au personnel, ils font semblant de ne pas comprendre son accent ou passent au dialecte local, le monégasque, qu'elle ne connaît pas du tout. C'est une forme raffinée de harcèlement psychologique. Grace tente de changer l'atmosphère, d'apporter lumière et confort dans le sombre palais, mais se heurte à la résistance farouche de son mari. Régnier est un conservateur acharné. Il n'aime pas ses idées de repeindre les murs ou de changer les rideaux. Il veut que tout reste comme à l'époque de ses ancêtres. Toute initiative de Grace est perçue comme un manque de respect envers les traditions. Mais le pire commence quand Régnier entreprend de rebrander Grace elle-même. Il commence à détruire méthodiquement tout ce qui fait d'elle Grace Kelly. Il interdit d'abord la diffusion de tous ses films à Monaco. Le prince ne peut tolérer que ses sujets voient leur souveraine embrasser Cary Grant ou Frank Sinatra à l'écran. Cela est jugé indécent. Imaginez le choc pour une actrice. Son héritage artistique, sa fierté, est banni dans sa propre maison. Ensuite, il s'attaque à sa garde-robe et à ses manières. Grace ne peut plus porter de robe décolletée. On lui interdit de rire bruyamment en public. On lui interdit d'exprimer des opinions politiques. Régnier contrôle chacun de ses pas, chaque sourire. Il est le metteur en scène qui transforme une femme vivante et passionnée en mannequin. Grace écrit des lettres à ses amis en Amérique, et ces lettres sont imprégnées de désespoir. Je me sens prisonnière ici. Je déteste cet endroit. Grace Kelly se retrouve en situation d'isolement total. Elle n'a pas d'amis, elle craint d'écrire aux anciens, le courrier peut être surveillé, et ne peut en faire de nouveau à cause des barrières de l'étiquette. La noblesse locale l'ignore, son mari est pris par les affaires d'État et ses maîtresses. Oui, Régnier retourne assez vite à ses anciennes habitudes, et le palais est un tombeau glacé. C'est durant ces premières années, les plus sombres, que Grace commence à arborer ce masque de tristesse impénétrable que l'on voit sur les photos tardives. Elle comprend que son rôle ici est décoratif. Elle doit se tenir à côté, sourire, faire des enfants et se taire. Mais en elle vit toujours l'actrice. Et quand, quelques années plus tard, Alfred Hitchcock lui envoie un scénario, lui offrant une échappatoire, cette flamme intérieure se ravive avec force. C'est sa chance de s'évader, qui mène à la confrontation la plus dramatique entre le devoir et le rêve. Acte 6. La muse trahie. Si le mariage était une cage qui se refermait, l'histoire avec le film Pas de printemps pour Marnie fut le moment où la clé tourna dans la serrure avant d'être jetée à la mer. C'est le sommet du drame personnel de Grace Kelly, le point de non-retour définitif. Jusqu'en 62, elle vivait d'espoir. Elle croyait que son talent d'actrice n'était pas une page tournée, mais simplement une pause. Elle se persuadait qu'on pouvait combiner couronne et caméra. Mais cet épisode lui prouva cruellement. Grace l'actrice et Grace la princesse ne pouvaient coexister. L'une devait mourir pour que l'autre survive. 6 ans après le mariage, Alfred Hitchcock, qui n'avait jamais cessé de voir en Grace sa muse principale, décida de la sauver. Il voyait qu'elle s'éteignait dans la chaleur dorée du palais. Hitchcock se rendit personnellement à Monaco avec une offre irrésistible. Il lui proposa le rôle principal dans le thriller psychologique Pas de printemps pour Marnie. Son partenaire serait Sean Connery, alors au sommet de sa gloire grâce à James Bond. Le cachet était astronomique, $1 million, une somme impensable pour les années 60.
Mais le plus attirant était l'intrigue. Grace devait jouer une kleptomane, une voleuse avec de graves problèmes psychologiques et une peur du sexe. Un rôle complexe, sombre, génial. Exactement ce qu'il fallait à une actrice de son calibre pour un retour triomphal. Grace s'enflamma. Ses yeux brillèrent à nouveau. Pour la première fois depuis des années, elle sentit le goût de la vie. Au début, tout se déroulait comme prévu. Le prince Régnier, voyant la dépression de sa femme et espérant peut-être un avantage financier, $1 million dans le budget familial n'était pas négligeable, donna son accord. Le palais publia un communiqué officiel. La princesse Grace reviendra à l'écran cet été. La nouvelle fit le tour du monde. Grace commença à se préparer pour partir en Amérique. Elle essayait déjà mentalement les costumes et apprenait ses répliques. Elle était heureuse. Mais ensuite, le tonnerre éclata. La réaction des sujets de Monaco fut non seulement froide, mais furieuse. La société catholique conservatrice se révolta. Les journaux titrèrent « Notre princesse, une voleuse ?» Les gens trouvèrent insultante l'idée même que leur souveraine joue une femme qui vide des coffres et souffre de psychose. Le fait que le film prévoyait des scènes romantiques avec Sean Connery ajouta de l'huile sur le feu. « La princesse ne peut embrasser à l'écran personne d'autre que le prince !» criaient les moralistes. La grande politique aggrava la situation. C'est à ce moment-là que le président de la France, Charles de Gaulle, déclara un blocus de Monaco, exigeant l'introduction de taxes. La position de Régnier vacilla. Il devait apparaître comme un monarque fort, pas comme le mari d'une actrice hollywoodienne travaillant à l'embauche. Régnier prit peur. Il comprit que les tournages de sa femme porteraient atteinte à son autorité, et il fit ce qui brisa définitivement Grace. Il ne se contenta pas de lui interdire de tourner, il la força à renoncer elle-même au rôle. Régnier posa un ultimatum. Soit la famille et la couronne, soit le cinéma. Pas de troisième option. Grace fut contrainte d'écrire une lettre humiliante à Hitchcock, dans laquelle elle renonçait au rôle pour des raisons d'État. Le rôle de Marnie fut finalement joué par Tippi Hedren et Grace resta au palais. Hitchcock était furieux et accablé. Il prononça une phrase prophétique. Elle n'a pas seulement renoncé à un rôle, elle a renoncé à elle-même. Ce fut le moment de la mort spirituelle de Grace Kelly. Après avoir refusé « Pas de printemps pour Marnie », elle sombra dans une dépression profonde qui dura des années. Elle comprit qu'elle était la propriété de l'État, un précieux souvenir cloué au trône. On lui avait retiré la voix, la profession, la passion. C'est après cet épisode que Grace commença à changer, extérieurement et intérieurement. Elle cessa de surveiller sa silhouette avec la même obsession, commença à boire davantage et se tourna vers l'ésotérisme. Elle réalisa « Il n'y a pas de sortie de cette cage. Le seul moyen de survivre est de tuer l'espoir en soi. » L'interdiction de tourner marqua le début de son lent déclin, qui la mena aux cartes de tarot, au gin tonic et finalement à cette route fatale. Mais avant d'arriver à la fin, il faut jeter un œil derrière les coulisses de son bonheur familial, aussi faux que les décors de cinéma. Acte 7. Dépression, alcool et tarot. Dans les années 70, le monde découvre une nouvelle Grace Kelly. La frêle blonde éthérée, adulée par Hollywood, a disparu. À sa place, une matrone imposante, un peu ronde, portant des lunettes, inaugurant des expositions florales et se consacrant à la charité. Les magazines s'extasient, comme elle vieillit bien. Mais derrière ce masque d'aristocrate européenne parfaite, se cache une femme profondément malheureuse, en pleine autodestruction. Les changements dans son apparence et son comportement ne sont pas dus à l'âge, mais aux symptômes d'une dépression clinique prolongée. Quand on vous retire votre raison de vivre, le cinéma, et votre amour, un mari distant, on cherche refuge dans les substituts de bonheur les plus accessibles. Le palais n'est plus un foyer, mais un sanatorium de luxe à régime strict, où la patiente s'auto-prescrit son traitement. Les principaux remèdes de Grace sont la nourriture et l'alcool. Elle se consume dans des manoirs luxueux. Les rumeurs selon lesquelles son Altesse commence sa journée non pas avec du café, mais avec quelque chose de plus fort, circulent à Monaco, malgré une censure rigoureuse. Grace Kelly, autrefois obsédée par chaque calorie, a perdu le contrôle. Elle a pris plus de 10 kilos. Régnier, au lieu de la soutenir, se moque cruellement de sa silhouette, aggravant la situation. Elle est prise dans un cercle vicieux, stress, nourriture et alcool. Les critiques de son mari ajoutent encore au stress.
Son alcoolisme silencieux est un exemple classique de dépression féminine dans la haute société. Ce ne sont pas des beuveries tapageuses. Grace boit élégamment, mais beaucoup. Gin tonic, champagne, vin au déjeuner et au dîner. L'alcool l'aide à afficher un sourire devant ses sujets et à supporter l'indifférence glaciale de son mari. À la fin des années 70, son visage est bouffi, ses yeux souvent rouges, cachés derrière des lunettes noires ou un épais maquillage. Elle se plaint de migraines constantes, en réalité une réaction psychosomatique à l'atmosphère insupportable du palais. Pour sublimer son énergie créative inemployée, Grace se trouve un nouveau passe-temps qui reflète parfaitement son état intérieur. Elle se passionne pour la création de tableaux de fleurs séchées. Pensez au symbolisme. L'ancienne actrice vivante passe désormais ses journées à presser des fleurs mortes sous verre, créant des compositions belles mais sans vie. Elle se sent elle-même comme une fleur séchée, un bel objet sous le verre de l'étiquette du palais. Elle fonde même le Club des jardiniers de Monaco, en fait une affaire d'État, mais aux yeux de ses amis hollywoodiens, cela ressemble à une tentative désespérée d'occuper ses mains vides. Un autre signe inquiétant est son attrait pour le mysticisme. Grace, fervente catholique, commence à chercher des réponses là où l'Église n'en donne pas. Elle devient obsédée par les horoscopes, la numérologie et les cartes de tarot. Elle consulte régulièrement des astrologues pour connaître l'avenir de ses enfants et le sien. Ce comportement est typique des personnes ayant perdu tout contrôle sur leur destin. Quand vous ne pouvez pas influencer la réalité, vous tentez de négocier avec des forces supérieures. Elle craint l'avenir, pressent le malheur et cherche des signes. Sa plus grande inquiétude concerne sa fille cadette, Stéphanie, dont l'horoscope, selon les devins, prédit des dangers sur la route. À 50 ans, Grace Kelly est vidée. Elle vit dans un luxe envié par des millions, mais se sent, selon ses propres mots dans ses lettres, un oiseau en cage dorée qui a oublié comment voler. Elle accepte son rôle. Elle comprend que le divorce est impossible. Régnier ne lui laisserait jamais les enfants et le titre. La carrière est impossible, et l'amour de son mari appartient au passé. Tout ce qui lui reste, c'est le rôle de mère. Mais même là, le destin lui réserve un coup dur. Tandis que Grace colle des pétales morts et tire les cartes, son mari mène une vie parallèle, connue de toute la cour, sauf peut-être de Grace elle-même. Ou fait-elle simplement semblant de ne pas savoir? Acte 8. Vie parallèle. Les infidélités de Régnier et la solitude de Grace. Tout mélodrame repose sur l'idée que l'amour triomphe de tout. Mais pour Grace Kelly et le prince Régnier III, l'amour a perdu face à l'ennui et au protocole royal. Au milieu des années 70, leur mariage est devenu une formalité glaciale, ce que la diplomatie appelle une neutralité armée. Le mythe de l'amour éternel n'était bon que pour les couvertures de magazines et les brochures touristiques de Monaco. En réalité, derrière les portes closes du palais, se jouait un drame classique de l'aliénation. Tandis que Grace se tuait à la tâche pour incarner la parfaite épouse, Régnier reprenait ses habitudes de célibataire, signifiant clairement son sacrifice pour le mariage était terminé, mais celui de Grace devait durer éternellement. Ils étaient devenus des étrangers sous le même toit. Chambres séparées, emploi du temps différents, intérêts divergents. Régnier était un homme d'action. Il aimait la boxe, les voitures de course, la chasse et les blagues grivoises. Grace, elle, était une créature éthérée. Elle aimait la poésie, la floristique, le théâtre et le silence. Au début, la passion atténuait ces différences. Mais une fois la passion éteinte, il ne restait qu'un gouffre. Régnier, avec son caractère lourd et colérique, s'est vite lassé de l'idéalité de sa femme. Sa popularité l'irritait. Il n'aimait pas que, lorsqu'ils entraient dans une pièce, tous les regards se tournent vers elle et non vers lui, le souverain régnant. En réponse, il a adopté une attitude de mépris glacial. Mais le coup le plus dur pour l'ego de Grace n'était pas ses cris, mais ses infidélités silencieuses. Les rumeurs sur les infidélités de Régnier circulaient à Monte-Carlo avec une régularité déconcertante. Comme beaucoup de monarques avant lui, il considérait avoir des maîtresses comme un privilège. Pendant que Grace inaugurait des hôpitaux et assistait à des messes, le prince passait du temps en compagnie de jeunes femmes complaisantes qui ne demandaient pas de conversation intellectuelle. Pour Grace, élevée dans des traditions catholiques strictes et ayant tout sacrifié pour lui, ce n'était pas seulement une trahison, c'était une humiliation publique. Toute la cour le savait, les domestiques chuchotaient, mais elle devait garder la tête haute et faire comme si de rien n'était.
La question logique que se posaient tous les biographes, pourquoi ne l'a-t-elle pas quittée? Elle était riche, célèbre, aimée du monde entier. Elle aurait pu retourner en Amérique, redevenir la reine d'Hollywood et vivre comme elle l'entendait. La réponse réside dans un piège juridique monstrueux qui s'est refermé dès le jour du mariage. Selon le contrat de mariage et les lois de la principauté de Monaco, tous les enfants nés de l'union avec le prince régnant appartiennent à la couronne. Ils appartiennent à l'État. En cas de divorce, Grace Kelly aurait été immédiatement expulsée du pays. Mais ses enfants, Caroline, Albert et Stéphanie, seraient restés avec leur père. Elle aurait perdu tous ses droits sur eux. Elle n'aurait plus jamais pu les voir sans l'autorisation de son ex-mari. Grace a consulté des avocats américains spécialisés en divorce. Et ils ont confirmé le terrible verdict. Aucun espoir. Régner, en tant que monarque absolu de sa principauté, n'aurait jamais cédé ses héritiers. Grace s'est retrouvée face à un choix, la liberté sans ses enfants ou la prison avec eux. En tant que mère aimante, elle a choisi la prison. Elle a cherché du réconfort dans des relations platoniques, et selon certaines sources, pas tout à fait platoniques, en dehors de son mariage. On lui prêtait une reprise de liaison avec Frank Sinatra et des aventures avec de jeunes tennismen et réalisateurs venus à Monaco. Mais ce n'était que des tentatives pour se réchauffer à un feu étranger. Globalement, elle restait une femme infiniment seule dans un château vide. La prise de conscience qu'elle était prisonnière l'a poussée à une hyper-protection envers ses enfants. Puisque son mari l'avait trahie et que sa carrière était morte, ses enfants sont devenus le seul sens de son existence, son unique projet. Elle les étouffait de son amour et de son contrôle, essayant de les protéger des erreurs qu'elle avait elle-même commises. Mais, comme souvent, plus on serre un ressort, plus il finit par jaillir. La rébellion de ses filles, surtout de la plus jeune, est devenue le reflet de sa propre jeunesse tumultueuse. Et c'est ce conflit de génération qui a conduit la famille à ce voyage fatal sur une route sinueuse de montagne. Acte 9. La révolte des enfants, miroir des péchés maternels. Dans les tragédies grecques antiques, il y a ce concept de destin. Les enfants répètent souvent les erreurs de leurs parents ou deviennent l'instrument de leur punition. L'histoire de la famille Grimaldi en est l'illustration parfaite. Grace Kelly a passé la moitié de sa vie à tuer en elle la pécheresse hollywoodienne pour devenir une mère catholique irréprochable. Elle a construit la façade d'une famille idéale, censée être un modèle pour toute l'Europe. Mais quand ses enfants ont grandi, cette façade s'est effondrée avec fracas. Les princesses Caroline et Stéphanie ne se sont pas contentées de se rebeller, elles sont devenues l'incarnation vivante de ce passé sauvage que Grace avait si soigneusement caché. C'était une cruelle ironie du sort. Grace devait lutter non pas contre des ennemis extérieurs, mais contre ses propres gènes, manifestés dans ses filles. Le monde s'attendait à voir de petits anges en dentelle. Au lieu de cela, Monaco a eu les princesses les plus incontrôlables d'Europe. L'aînée, Caroline, était intelligente, belle, mais totalement volontaire. La cadette, Stéphanie, est devenue un véritable cauchemar pour sa mère. Un garçon manqué en jupe, qu'elle détestait porter, une rebelle méprisant l'étiquette. Grace a été confrontée à un paradoxe terrifiant. Elle voyait en ses filles elle-même la jeune Grace qui tombait amoureuse d'hommes inappropriés et aspirait à la liberté. Et cette peur l'a poussée à se transformer en son propre père, Jack Kelly. De mère douce, elle s'est muée en surveillante stricte. Elle tentait de protéger ses filles de ses erreurs, mais utilisait pour cela les mêmes méthodes de pression et d'interdiction qu'il avait brisées autrefois. Le premier coup est venu de Caroline. En 78, à 21 ans, elle a annoncé qu'elle épousait le banquier français et playboy Philippe Junot. Junot avait 17 ans de plus qu'elle, une réputation de coureur et de viveur. Grace était horrifiée. Elle voyait à travers cet homme, il était la copie conforme de ces types dangereux avec lesquels elle avait eu des liaisons à Hollywood. Elle suppliait sa fille de revenir à la raison, prédisant, à juste titre, que ce mariage finirait en catastrophe. Mais Caroline, ayant hérité de l'entêtement de sa mère, restait sur ses positions. Le mariage a eu lieu, et Grace a dû y assister avec un sourire, avalant ses larmes d'humiliation. D'ailleurs, le mariage s'est effondré en seulement 2 ans, confirmant la justesse de Grace. Mais la véritable poudrière était la cadette, Stéphanie. Si Caroline se rebellait dans les limites des convenances mondaines, Stéphanie niait le système lui-même. Elle refusait d'étudier, était insolente avec la presse, roulait à moto, portait des blousons en cuir et des jeans.
mâchait du chewing-gum lors des réceptions officielles. Stéphanie rêvait de devenir tour à tour chanteuse, styliste, pilote de course, n'importe quoi, sauf princesse. Les relations entre Grace et Stéphanie ressemblaient ces dernières années à une zone de guerre. Grace essayait de l'envoyer en pension catholique, Stéphanie fuyait ou provoquait des scandales pour se faire renvoyer. Grace tentait de contrôler son entourage. Stéphanie, par défi, commençait à fréquenter les fils d'acteurs ou de gens du cirque. Pour Grace, le comportement de Stéphanie était une insulte personnelle. Elle avait sacrifié sa carrière, sa liberté et son bonheur pour donner à ses enfants des titres et un avenir. Et Stéphanie jetait ce cadeau à son visage, criant « Je n'ai pas demandé à naître princesse !» Grace sentait qu'elle perdait le contrôle de la dernière chose qui lui restait, sa famille. Elle était hantée par de terribles pressentiments. Des astrologues l'avertissaient d'un danger lié aux voitures et à sa fille cadette. Et Grace était paniquée chaque fois que Stéphanie prenait le volant. En septembre 82, la tension entre mère et fille cadette atteignait son paroxysme. Stéphanie, alors âgée de 17 ans, annonça qu'elle voulait quitter l'école de mode et aller vivre chez son petit ami, le fils de Jean-Paul Belmondo. C'était un énième scandale. Le matin du 13 septembre, Grace décida de parler à sa fille en tête-à-tête, sans témoin ni chauffeur. Elle voulait profiter du trajet depuis la résidence de campagne jusqu'à Monaco pour remettre les idées en place à sa fille, la convaincre, user de son autorité. Cela devait être une conversation éducative musclée. Grace prit le volant de sa Rover, bien qu'elle n'aimât pas conduire et le faisait rarement. À côté, sur le siège passager, s'installa une Stéphanie mécontente. Mère et fille. Deux rebelles, l'une brisée, l'autre commençant à peine sa révolte. Elles s'engagèrent sur cette route qui menait à l'éternité. Acte 10. Virage vers nulle part. Le mystère du 13 septembre. Quand Grace Kelly démarre le moteur de sa Rover 3500 vert foncé, elle ne fait pas que prendre la route. Elle s'engage vers la plus cruelle ironie que le scénariste nommé Destin ait pu imaginer. La route qu'elles empruntent, la D37, un serpent sinueux surplombant la côte d'Azur, est le même endroit où, 27 ans plus tôt, elle tournait la main au collet. À l'écran, éclatante et intrépide, elle file en cabriolet, effrayant le personnage de Cary Grant par sa vitesse et son goût du risque. C'était grisant. Maintenant, c'est mortel. L'atmosphère dans la voiture est si tendue qu'on pourrait la couper au couteau. La banquette arrière est encombrée de cartons remplis des robes et affaires de Stéphanie, un reproche muet à l'échec maternel. La fille part malgré tout. Grace, qui déteste conduire et préfère habituellement un chauffeur, a insisté pour prendre le volant. Elle a besoin de ce moment intime. Elle doit atteindre sa fille avant qu'il ne soit trop tard. Le chauffeur a proposé de transporter les affaires en 2 voyages, mais Grace a tranché. Non, on y va seul. Un choix désespéré. Que se passe-t-il dans l'habitacle durant ces dernières minutes? Nous ne connaîtrons jamais les mots exacts, mais le portrait psychologique est clair. Ce n'est pas un voyage paisible. C'est le final d'une guerre de longue date entre une mère gardienne et une fille rebelle. Grace, épuisée par les migraines, le poids en trop et l'oubli, est au bord de la rupture nerveuse. Stéphanie, enflammée par le maximalisme de la jeunesse, défend probablement son droit à l'amour et à la liberté. Cris, larmes, accusations mutuelles. En médecine, on sait qu'un stress émotionnel intense peut déclencher une catastrophe vasculaire. Grace Kelly n'a pas simplement perdu le contrôle. Son corps, écrasé par le stress, s'est simplement éteint. Le témoin de la tragédie est le chauffeur de camion Yves Philly, qui suit la Rover. Son témoignage détruit l'image d'un accident fortuit et peint quelque chose de plus sinistre. Il affirme qu'avant le virage le plus dangereux, que les locaux appellent le coude du diable, la voiture de Grace n'a pas ralenti mais accéléré. Les feux de freinage ne se sont jamais allumés. Il n'y avait aucune trace de freinage sur l'asphalte. Cela a engendré 2 versions, l'une plus effrayante que l'autre. La première, officielle et médicalement confirmée plus tard, Grace a eu un micro-AVC au volant. Dans le feu de la dispute, quand la pression a atteint son paroxysme, un vaisseau dans son cerveau a éclaté. Elle a perdu connaissance, ou le contrôle de ses membres, une fraction de seconde avant le virage. Son pied, au lieu de freiner, a convulsivement enfoncé la pédale d'accélérateur. C'était une mort physiologique avant même l'impact physique. La deuxième version est une sombre légende qui a empoisonné la vie de Stéphanie pendant des décennies. Juste après l'accident,
Une rumeur visqueuse a couru à Monaco. Ce n'était pas Grace qui conduisait. On disait que c'était la mineure Stéphanie, qui n'avait pas de permis, qui était au volant, et que sa mère lui avait permis de s'exercer. Ou pire, que Stéphanie avait arraché le volant pendant la dispute. Ce mythe est né parce que les sauveteurs ont extrait Stéphanie par la porte du conducteur. Mais la vérité était bien plus prosaïque et effrayante. La porte passager était bloquée et complètement déformée. Donc la jeune fille a simplement été évacuée par la seule issue accessible. Les ingénieurs de Rover, venus d'Angleterre pour expertise, ont confirmé. La voiture était en bon état, et la nature des dommages et la position des corps indiquaient que Grace était bien au volant. Mais la foule aime les complots. Les gens voulaient croire que la princesse sauvage avait tué sa sainte mère. À 10 heures du matin le 13 septembre, la lourde voiture a traversé la frêle barrière de pierre. Ce n'était pas un vol, comme au cinéma. C'était une chute brutale, soumise à la gravité. La voiture a fait plusieurs tonneaux, dévalant près de 40 mètres en brisant arbres et buissons, avant de s'écraser avec fracas dans un jardin privé. Le bruit de l'impact s'est entendu à des centaines de mètres à la ronde. Quand les premiers témoins sont arrivés, ils ont vu une masse de métal tordue. Stéphanie, ensanglantée, avec une fracture du cou et une commotion, est sortie en état de choc en criant « Maman! Maman !» Grace gisait à l'arrière, projetée par la violence du choc. Elle était inconsciente, mais respirait encore. À cet instant, le conte de fées s'est définitivement achevé. Sur la terre sale, parmi les éclats de verre et les robes éparpillées, ne reposait ni une icône de style, ni son Altesse. C'était une femme mortellement blessée, dont la fuite de la cage dorée s'était terminée en catastrophe. Mais même à cet instant, alors que son corps luttait pour survivre, la machine à mensonges du palais s'était déjà mise en marche. Au lieu de dire la vérité, le palais a choisi de publier un communiqué de presse d'un cynisme absolu. Acte 11. Le dernier mensonge du palais. Mourir à l'heure. Alors que le hurlement des sirènes d'ambulance déchirait le silence de la Côte d'Azur, un autre mécanisme s'enclenchait au palais Grimaldi, celui de l'autoconservation de Monaco. Même dans ces derniers instants, Grace Kelly ne s'appartenait pas. Son agonie, sa douleur, sa mort étaient sous le joug de la censure d'État. Durant les 24 heures suivantes, le monde a été témoin de la manipulation médiatique la plus cynique de l'histoire des familles royales. Les autorités de la principauté ont tenté de mettre en scène la mort de Grace comme elles avaient orchestré son mariage, cachant la vérité derrière un écran de fumée. Le premier communiqué officiel, publié par le service de presse du palais quelques heures après l'accident, déclarait « La princesse Grace a subi une fracture de la hanche et quelques contusions. Son état est stable, sa vie n'est pas en danger. » Réfléchissez à l'ampleur de ce mensonge. Le monde entier a poussé un soupir de soulagement. Les stations de radio diffusaient la bonne nouvelle, les gens allumaient des cierges dans les églises pour son rétablissement, imaginant Grace alitée avec une jambe plâtrée, feuilletant des magazines. Les cours des casinos et des entreprises touristiques de Monaco, qui auraient pu s'effondrer face à la tragédie, restaient stables. Mais pendant que le monde croyait à une fracture de la jambe, une scène bien plus sombre se jouait dans la réanimation de l'hôpital, portant le nom de la princesse elle-même. Les médecins qui ont accueilli Grace ont compris dès les premières secondes. Il n'y avait plus rien à sauver. La tomographie révélait un tableau catastrophique, incompatible avec la vie. Grace avait subi 2 hémorragies cérébrales. La première, un micro-AVC survenu au volant, avait causé l'accident. La seconde, une lésion cérébrale étendue due à l'impact violent lors de la chute de la voiture. Le traumatisme crânien était si grave que le cerveau de la princesse était pratiquement mort avant même qu'on ne l'extrait de la carcasse du rover. Ce qui gisait sur le lit d'hôpital, entouré de tubes et de câbles, n'était qu'un corps, une enveloppe maintenue en vie artificiellement par des machines. Le cœur battait uniquement grâce aux impulsions électriques et à la chimie. Mais le palais continuait de mentir. Pourquoi? Il existe une version selon laquelle les proches de Régnier craignaient simplement de lui dire la vérité en face. Le prince était anéanti. Voyant sa femme transformée en mannequin avec un tube dans la bouche, il avait vieilli de 10 ans en 1 heure. Il refusait de croire les médecins. Il s'accrochait à un espoir illusoire, exigeant de faire venir les meilleurs neurochirurgiens de Marseille et de Paris. Et le système jouait le jeu, gagnant du temps pour préparer les protocoles funéraires, rassembler la famille et trouver comment expliquer au monde pourquoi une
simple fracture de la jambe s'était soudainement transformée en décès. Ce mensonge était particulièrement cruel envers Stéphanie. La jeune fille se trouvait dans la chambre voisine, souffrant d'une douleur physique intense due à une fracture du cou et d'une douleur psychologique encore plus terrible. On lui avait aussi dit que maman allait bien. Les médecins l'avaient sédatée pour qu'elle ne crie pas, et Stéphanie s'était endormie, convaincue que le pire était derrière elle. Elle apprendra la vérité parmi les dernières, et ce choc, découvrir la mort de sa mère alors qu'on lui avait promis son rétablissement, brisera sa psyché pendant de longues années. Elle se blâmera, pensant que si ce n'était pas pour cette dispute en voiture, sa mère serait encore en vie. Au matin du 14 septembre, il était évident qu'on ne pouvait plus cacher la vérité. Les professeurs français invités ont confirmé le verdict des médecins locaux. Mort cérébrale irréversible. Il n'y avait plus d'espoir. Aucun miracle ne se produirait. Continuer à faire fonctionner les machines revenait à se moquer du corps. Le prince régnier faisait face au choix le plus terrible de sa vie. En tant que chef de famille, il devait donner son accord pour débrancher sa femme des appareils de maintien en vie. C'était un moment de vérité pour leur mariage. 26 ans plus tôt, il se tenait à l'autel, plein d'ambition, à tendance à marier en or comme un trophée. Maintenant, il se tenait à son chevet, réalisant que ce trophée était un être humain qu'il n'avait pas su rendre heureux. Ce jour-là, il n'y avait pas de caméra au palais, pas de paparazzi, juste une chambre silencieuse et stérile, remplie du bip du moniteur cardiaque. Régnier, après avoir consulté ses enfants, Caroline et Albert, Stéphanie n'avait toujours pas été mise au courant de toute la vérité pour la protéger du choc, a donné son accord. À 9 heures du soir, le 14 septembre 1982, l'interrupteur a été abaissé. Le respirateur artificiel s'est tu. Grace Kelly, grande actrice et princesse la plus malheureuse d'Europe, a rendu son dernier souffle. Elle n'avait que 52 ans. Et ce n'est qu'alors, lorsque son cœur s'est définitivement arrêté, que le palais a publié une nouvelle déclaration, plongeant le monde dans la stupeur. La fracture de la jambe avait disparu. Il ne restait qu'une sèche constatation protocolaire du décès. Les gens dans les rues de Monaco pleuraient, se sentant trahis. Ils avaient perdu non seulement une souveraine, mais aussi la foi que même les rois sont à l'abri du malheur. Mais pour Régnier, le spectacle n'était pas terminé. Il devait jouer son dernier rôle, celui du veuf éploré lors des funérailles, qui devait être une copie sinistre et exacte de leur mariage. Le cercle se refermait. Acte 12. Masque mortuaire et marque éternelle. L'histoire adore les rimes sombres. Le 18 septembre 1982, les portes de la cathédrale Saint-Nicolas s'ouvrent à nouveau pour Grace Kelly. 26 ans plus tôt, elle y entrait en dentelle blanche pour commencer sa nouvelle vie. Maintenant, elle y est portée dans un cercueil en acajou fermé pour la terminer. Les décors restent les mêmes vitraux, la même odeur d'encens, les mêmes caméras retransmettant l'image au monde entier. Même les invités sont les mêmes. Un Cary Grant vieilli, venu dire adieu à son actrice préférée, se tient là où il était le jour de son mariage. Mais au lieu des cris de joie de la foule, un silence funèbre et vibrant plane sur Monaco. Cet événement devient l'acte final de la transformation d'une femme vivante en une icône impeccable. Il manque une figure importante aux funérailles, sa fille cadette, Stéphanie. La jeune fille est toujours à l'hôpital, le cou immobilisé, sous antidouleur, et on ne lui permet pas de voir le cercueil de sa mère descendre en terre. Ce fait ajoute la dernière touche au portrait d'une famille brisée. Même au moment des adieux, ils sont séparés par la douleur physique et la culpabilité. Le protagoniste de ce spectacle funèbre est le prince Régnier. Ce même manager froid qui a ignoré les sentiments de sa femme pendant des années, ce jour-là, il ressemble à un homme dont la colonne vertébrale a été brisée. Il ne cache pas ses larmes. Il marche derrière le cercueil, voûté, s'appuyant sur le bras de sa fille Caroline, et dans ses yeux se lit non seulement le chagrin, mais une prise de conscience totale et destructrice de la perte. Peut-être réalise-t-il à cet instant le véritable prix de sa transaction du siècle. Il a obtenu une princesse parfaite, des héritiers, il a sauvé l'économie de Monaco, mais il a tué la femme qui lui a donné tout cela. Régnier a survécu à sa femme de 23 ans, et durant ces années, il a fait quelque chose d'à la fois étonnant et effrayant. Il a transformé Monaco en mausolée de Grace Kelly. Il ne s'est jamais remarié. Les sceptiques disaient qu'il ne voulait simplement pas partager le pouvoir ou la fortune, mais la vérité était plus profonde.
Il comprenait que toute autre femme, face au mythe de Grace, apparaîtrait comme une pâle imitation. Grace Kelly avait établi une norme impossible à atteindre. Après sa mort, elle devient pour la principauté un atout encore plus précieux que de son vivant. Grace morte ne vieillit pas. Grace morte ne boit pas de gin, ne fait pas de scène, ne grossit pas, et ne tente pas de fuir à Hollywood. Elle est figée dans l'éternité, jeune, belle et innocente. Régnier ouvre en son honneur une roseraie, car elle aimait les fleurs, nomme des avenues, des bibliothèques et des théâtres en son nom. Il canonise son image, effaçant soigneusement de sa biographie tous les chapitres inconfortables, ses amants, sa dépression, son désespoir. Les touristes qui viennent aujourd'hui à Monaco voient un beau conte de fées. Ils achètent des cartes postales avec une grâce souriante, visitent sa tombe à la cathédrale et soupirent « Quelle destinée heureuse !» Mais si vous regardez de plus près, vous verrez la vérité. Grace Kelly repose sous une lourde dalle de marbre au cœur de l'endroit qu'elle appelait sa prison. Sa fuite a échoué. La cage dorée s'est refermée à jamais, se transformant en un tombeau de pierre. Elle a joué des dizaines de rôles, remporté un Oscar et est devenue la femme la plus célèbre du XXe siècle. Mais son rôle principal, celui de la princesse heureuse, s'est avéré le plus difficile, le plus cruel et, en fin de compte, mortel. Elle s'est tant efforcée de répondre aux attentes de son père, de son mari et du monde entier qu'elle a perdu dans cette course la seule personne qui comptait, elle-même. Grace Kelly nous laisse un avertissement majeur. Ne confondez jamais l'éclat de la couronne avec la lumière du bonheur. Parfois, une pantoufle de verre n'est qu'une chaussure inconfortable dans laquelle il est impossible de fuir son destin. Et le prince sur un cheval blanc n'est qu'un cavalier cherchant qui pourrait orner son château. Le rideau est tombé, les lumières s'éteignent. Mais quelque part dans l'obscurité de la salle de cinéma de l'histoire, on entend encore les pleurs silencieux d'une femme qui avait tout, sauf le droit d'être elle-même. Si l'histoire de la destruction de Grace Kelly par le protocole royal vous a choqué, vous n'imaginez même pas ce qui se passait derrière les portes closes du palais de Buckingham lorsque y est entrée une autre princesse du peuple. Diana Spencer a répété le destin de Grace avec une précision effrayante, mais sa révolte a été bien plus bruyante et ses secrets encore plus sordides. Mais ça, c'est une toute autre histoire.